Amis de la Résistance, bonsoir. Ça démarre bien, hein. Sauf que j'ai pas de retour du tout, hein, faut que je vous le dise. Ah voilà, comme ça, magnifique. Je m'entends, c'est un plaisir infini à m'entendre. Ce soir, nous allons recevoir Dominique Tassot, que vous connaissez déjà. Bonsoir Dominique Tassot. Bonsoir Serge. Qui viendra nous parler d'un colloque qui se déroulera au Sacré-Cœur. Le 21 et le 22 octobre. Voilà. Alors, on développera le sujet. Le Sacré-Cœur de Montmartre, le seul, le vrai. Celui que Jospin voulait faire démolir. Vous savez, quand on a demandé à Jospin si vous vouliez faire démolir un immeuble, un monument à Paris, qu'est-ce que vous feriez démolir? Il a répondu, le Sacré-Cœur. Ça ne m'étonne pas. Il est protestant et athée. Il a au moins 2 bonnes raisons de faire détruire le Sacré-Cœur. Il y a une troisième qui commence par C, mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Nous recevons également Jean-Pierre Maugendre. Oui, bonsoir. Monsieur Maugendre, vous serez au Sacré-Cœur aussi. Ce sera un endroit extrêmement bien fréquenté les mêmes jours. Le 21 octobre. Parce que ça, c'est quand même chez nous. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, chez nous, on fait pas beaucoup de réunions, mais quand on les fait le même jour. Histoire quand même de diviser les chances d'avoir beaucoup de monde. Mais là, ils ont raté leur coup parce que c'est au même endroit, donc Mais pas à la même heure. Et pas à la même heure en plus. Donc les clients, entre guillemets, pourront faire les deux. Ensuite, vous entendrez Monsieur Lehideux. Lehideux qui est caché. Oui, présent. Présent Lehideux. Qui recevra Monsieur Chalufour pour parler de bande dessinée. Surprise générale. Et puis, je recevrai moi-même parlant à ma personne, Monsieur Adjio, qui est un chercheur, photographe, et qui a travaillé dans une direction. Alors, bon, si ça vous plaît pas, vous avez toujours la ressource d'écouter notre radio, qui a travaillé sur les photographies d'aura. Non, il aime pas ça du tout. Voilà, j'étais sûr. Alors, sur les champs d'énergie, sur la visualisation des champs d'énergie. Bon, il y a des gens qui appellent ça les auras. Ils ont le droit, quand même. Mais l'aura, c'est tellement vaste, c'est quelque chose, qui est tellement subtil, et tellement personne n'est d'accord ensuite sur cette visualisation d'aura. Alors, je parle de champs d'énergie, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Champ, c'est HAMPS. Bien sûr. Vous avez quand même. Vous vous êtes un peu inspiré au départ des travaux de Kirlian, on peut le dire, ou ça vous met aussi en non, pas du tout, bien sûr. Je me méfie parce que... Non. Je voudrais pas être désagréable. Voilà, et puis normalement, on doit avoir un... Non, alors on n'a personne au téléphone, donc on va... tiens, Dominique Tassot, vous allez nous expliquer tout de suite, tant pis, ça... Parce que, il y a quand même une chose qu'il faut que je dise, c'est que on pourrait s'attendre à ce que je parle de la situation politique actuelle. Oui. Or, j'en parlerai pas parce que... Tout ce que je pourrais en dire, ce sera en retrait par rapport à la réalité. Vous voyez, c'est quand même... il faut bien dire qu'ils en font tellement que quoi qu'on dise, on sera en dessous de la réalité. Donc le mieux, c'est de ne pas en parler et de les laisser continuer, tous autant qu'ils sont. Et puis aussi, la meilleure façon d'être dans la réalité, c'est aussi de prendre un peu de recul. Voilà. Oui, mais seulement les auditeurs n'aiment pas toujours ça. J'ai entendu lundi l'émission de Jean Ferré où il parlait d'une sainte orthodoxe admirable, quoique un peu bizarre quand même, parce que une sainte mariée 3 fois avec 3 enfants, dont un adultérin et tout, ça peut paraître bizarre, mais enfin c'est comme ça. Et les auditeurs n'étaient pas contents en disant vous feriez mieux de nous parler de politique. Mais on parle de politique. On va parler de politique. On va parler de politique. Justement. Alors, je voudrais quand même dire un mot, non pas de l'actualité, mais du fait qu'on ne parlera pas de l'actualité. Parce que, encore une fois, tout ce qu'on pourrait en dire serait médiocre par rapport à ce qu'ils font. Est-ce que je m'exprime clairement? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je crois aussi d'ailleurs que l'actualité est un visage de la politique, alors évidemment qui est celui par lequel on est agrippé et qui est celui auquel on ne comprend rien si de temps en temps on ne prend pas un peu de champ pour aller vers ce qu'il y a derrière. Et puis il n'y a rien qui m'insupporte comme l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie en général, j'aime bien que les choses soient claires et bien dites. Et quand je vois messieurs Jospin, Chirac et compagnie, faire semblant de lever les bras au ciel et d'être épouvantés par la mort du petit Mohamed en Israël, je me dis, j'y croirais mieux si c'était pas les gens par lesquels on tue 250 000 petits Français par an. Vous voyez, moi je veux bien qu'on soit ému par la mort d'un enfant de 10 ans, effectivement, qui reçoit une balle dans la tête ou dans le ventre, c'est quelque chose d'atroce. Je suis absolument d'accord, c'est atroce. Mais quand les mêmes
tolère qu'on tue 250 000 enfants par an, non pas avec une balle, mais avec les instruments de torture que sont les instruments des avorteurs, je me demande s'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans le propos de Jospin et Chirac qui font semblant de s'émouvoir de la mort de cet enfant. C'est l'indignation sélective. Oui, c'est ça. Il y a des choses qui les choquent. Ça les amuse, ça leur plaît. Ça les arrange de dire que c'est choquant. Et puis à d'autres moments, ça les arrange de dire que c'est pas choquant. Parce qu'en fait, en France, il faut quand même dire qu'il y a 250 000 enfants dont on est absolument certain chaque année qu'ils ne mourront pas d'une balle dans le ventre. C'est leur mère qui les a... Enfin, c'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont morts. Et véritablement, je trouve que l'espèce d'émotion fabriquée qui s'est installée autour de ça a quelque chose d'insupportable. Cela dit, je tiens à préciser aussi que quand j'entends les gens qui soutiennent ceux qui ont tué cet enfant nous dire, en France, comme la plupart des responsables des associations prétendument antiracistes, des officines du racket antiraciste. Quand j'entends ces gens-là nous dire « Vous êtes des racistes parce que vous n'aimez pas les Arabes », je voudrais leur faire remarquer une chose, c'est que moi qui suis un raciste qui n'aime pas les Arabes, au moins j'ai jamais tué d'enfants arabes à coup de fusil. Et que c'est peut-être pas ces gens-là qui soutiennent l'armée israélienne de venir me donner des leçons d'antiracisme aujourd'hui. Donc j'aimerais bien que chacun revienne à un peu moins d'hypocrisie, un peu plus de pudeur. Je comprends très bien que les Israéliens fassent ce qu'ils font, parce que quand on veut défendre son pays, enfin la terre sur laquelle on prétend s'installer, eh bien on n'est pas délicat sur les méthodes qu'on emploie. Mais je voudrais qu'ils me donnent pas de leçons quand moi je suis pas délicat sur les méthodes que je préconise pour faire respecter l'ordre en France. Et d'ailleurs dans le même ordre d'idées, j'ai vu hier soir une émission, je crois que c'est l'émission la plus prodigieuse que j'ai vue à la télévision depuis je sais pas, des années et des années. Je ne regarde pas souvent la télé, mais là par hasard j'y étais, et c'était sur Arte. Et le film, c'était un documentaire sur une enquête policière en Côte d'Ivoire. Personne n'a vu ça. Je pense qu'étant donné les programmes de télévision du soir, il doit y avoir 12 000 Français qui ont vu cette émission. Je vous assure que maintenant, le premier qui vient me parler de racisme anti-nègre, je le claque la gueule. Parce que j'ai vu cette émission, c'est hallucinant. C'était une émission terrifiante de violence et de racisme. Ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est une enquête filmée par des reporters qui suivent une enquête policière pendant tout le temps. Elle dure 1 an, l'enquête. Et il s'agit de trouver l'assassin, les 4 assassins, ou un assassin et ses 3 complices, d'un officier de police ivoirien à Abidjan, qui a été tué d'une balle dans la poitrine par des gens qui voulaient lui voler sa voiture. Alors les méthodes de la police ivoirienne sont extrêmement simples. Ils appellent les indicateurs et ils disent « Dites-nous qui a tué ». Alors les indicateurs, pour se faire bien voir, se succèdent en donnant les noms de n'importe qui. Et les flics vont les arrêter, vont arrêter les gens qui ont été dénoncés, et ils les torturent. Ils les torturent, mais ce qui s'appelle torture de chez Torture et Fils. Hein. C'est pas une plaisanterie. Le moindre mal qu'on peut leur faire, c'est les attacher par les pieds à une branche d'arbre et leur taper dessus. Si, je raconte, parce qu'il y a une limite. Leur taper dessus jusqu'au moment où le gars avoue absolument tout. Et à ce moment-là, comme les flics savent ce qui s'est passé, puisque la femme du flic mort a témoigné, ils disent au gars, tu nous as menti, donc on va te battre encore. Alors ils battent pour qu'il avoue, et ensuite ils battent pour qu'il avoue qu'il a avoué à côté de la vérité. Et c'est hallucinant. Et à un moment, il torture un jeune type d'une façon tellement effrayante que le gars, il hurle, il pleure, etc. Et le flic se penche vers lui et il fait « Mais toi là, tu es ivoirien, toi ?» Ah, il dit « Oui, je suis ivoirien. » « Et tu es intelligent si tu es ivoirien. Parce que tu compares comme un imbécile. Pourquoi tu te fais taper ? Il n'y a que des Burkinabés pour se faire taper comme ça. » Donc, il y a le racisme pur, la violence sauvage, immonde. C'est un document incroyable. Or, il faut savoir que ces jeunes-là, quand ils arrivent à échapper aux griffes de la police ivoirienne, ils viennent se réfugier en France. Et en France, quand ils font ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, on les attache pas à des arbres pour les torturer. On leur met à l'extrême limite. Un policier extrêmement énervé arrive à leur donner une paire de claques. Et à ce moment-là, mes amis, c'est le MRAP, là, les cras, les défilés dans les rues, les violences policières, et les gars portent plainte, et ils font condamner les policiers français. Alors je veux dire,
il y a un moment où il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a un moment où il faut dire la vérité, c'est que la violence raciste, elle n'est pas en France en ce moment. Elle est en Israël, elle est en Palestine, elle est en Afrique, et c'est des sémites qui entre eux s'entretuent et se font des violences et se font du mal, et c'est des Africains qui se font du mal. C'est pas les Français, les franchouillards, blanchouillards qui font du mal aux nègres, aux juifs et aux arabes. Il faut quand même arrêter de dire des conneries. Ces gens-là en France, ils souffrent de rien. En Afrique, on a vu des trucs, mais dans cette émission, c'était hallucinant. On a vu des gens qui vivaient, mais comme des animaux. Ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire. Ils vivent dans la crasse, dans l'ordure, dans la cochonnerie, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ils viennent en France, on leur donne le RMI, on leur donne la CMU, la couverture maladie universelle. On leur donne tout ce qu'ils peuvent imaginer. Et je vais vous dire, quand ils sont en France, en prison, dans les pires prisons de France, ils sont dans des palaces 4 étoiles par rapport à ce qu'ils sont en liberté dans leur pays. Donc on n'a absolument pas de honte à avoir. On n'a pas de remords à avoir. On n'a pas de complexe à avoir. Quand on voit la vérité du racisme dans le monde et qu'on voit comment vivent les gens qui vivent en France, les étrangers qui vivent en France, quand on voit par exemple ce qui s'est passé hier soir, 10 000 Israélites défiler avec des drapeaux israéliens sur les Champs-Élysées. Moi, je vous pose la question, en engueulant le gouvernement français, est-ce que vous imaginez une seule seconde 500 Français défilant dans les rues de Tel Aviv avec des drapeaux français en engueulant le gouvernement israélien? Mais en 2 minutes, ils se font casser la gueule. Ils sont arrêtés, envoyés en prison. Il n'y a pas un pays au monde qui tolérerait que des étrangers viennent manifester avec leur drapeau dans les rues de la capitale du pays. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Alors moi je veux bien, mais on est le pays de la liberté, on est le pays de tout ça. D'accord, ça ne me gêne pas du tout, je suis tout à fait pour. Je suis quelqu'un d'extraordinairement tolérant. Mais je ne veux pas qu'en plus on me crache à la figure, derrière, en me disant vous êtes un raciste et un salaud. Parce que c'est pas vrai. Parce que si on était des racistes et des salauds, il y aurait des morts dans les rues de Paris. Il y aurait des gens qui seraient torturés dans les prisons. Parce que ce sont des voleurs, des assassins, des violeurs. On les torturerait pour leur faire avouer la vérité, comme on fait en Côte d'Ivoire. Je me suis quand même énervé un peu, non? À peine. Non. Juste ce qu'il fallait. Donc, je voulais parler de... Ah oui, Chabanis. Allô? Allô? Oui, monsieur Chabanis. Oui, mais c'était très intéressant parce que justement, j'allais évoquer par rapport à notre action un paradoxe qui a lieu par rapport à cette manifestation et je voudrais quand même qu'on y fasse très attention. Il y a quelque chose d'incongru dans l'attitude de la communauté juive de France lorsqu'on les entend déclarer qu'ils sont victimes d'islamiques, arabo-islamiques en France, alors que certains d'entre eux sont les premiers en France à taxer de racistes ou français, mais ça correspond à ce que tu disais, mais tu vas voir, on va quand même retomber sur les états généraux. On se tutoie maintenant, alors ça y est, on est vraiment des amis, donc on peut se tutoyer. Voilà, on peut, oui, excusez-moi Serge de Mais je vous en prie, mon cher. À taxer de racistes tout français qui se défend contre les violences de ces mêmes arabo-islamiques. Et là, voilà le paradoxe. Lorsque nous savons que les associations comme SOS Racisme ou la LICRA sont toutes destinées à détruire l'identité française et à abattre ou à faire abattre tous les Français qui luttent contre l'occupation du sol français, occupation larvée où l'on assiste sous la conduite de l'État socialiste à la modification des lois françaises au nom de l'islam. Parce que si en effet dans les prisons on donne du cochon, c'est parce qu'en effet on modifie petit à petit les lois françaises. On donne plus de cochon du tout. Oui, c'est vrai, on n'en mange plus. Voilà. Et lorsque nous voyons M. Macias, et c'est là le paradoxe, serrer dans ses bras M. Bouteflika et l'embrasser, ensuite manifester avec la communauté juive, ce qui est son droit, contre les Palestiniens, sachant que ce même Macias et ces mêmes Hanin et autres absolvent les actes de violence, les actes d'antifada qui se développent dans ces banlieues, dans les banlieues françaises contre le peuple français, jusqu'au jour où nous disons tous les jours des Français et Françaises sont victimes de cette antifada qui s'exerce contre notre peuple. Des institutionnels français obéissent aux ordres de lobbies communautaristes et soutiennent cette antifada. Parce que l'antifada, c'est nous qui le vivons. Tous les jours, ils conditionnent sa poursuite. Certains procureurs même vont jusqu'à participer à conditionner l'opinion publique à la poursuite de cette antifada. Vous êtes bien placé pour le savoir, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle de ce fameux procureur. Il y a une chose qui est intéressante, c'est est-ce que c'est pas ces mêmes individus, comme M. Macias ou Hanin, qui défilent en France, et qui nous imposent, d'un autre côté, la primauté du droit du sol des étrangers sur le droit du peuple français sur son sol. Ou, extraordinaire,
imaginez ceci en Israël, où le métissage de notre peuple, comme réponse appropriée à la violence organisée dans les banlieues. Non mais ça, en Israël, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Non, mais moi, attendez, justement, je pose des questions, c'est la forme interrogative. La bonne question, c'est pourquoi ce qui est bon en France n'est-il pas bon ailleurs, et pourquoi ce qui est bon ailleurs n'est-il pas bon en France? Vous commencez à comprendre. Oui, ça fait un certain moment que j'ai compris. Alors cela dit, je voudrais quand même revenir à un autre sujet, qui est celui d'une part de la demande d'annulation du référendum, qui paraît quand même quelque chose de plus en plus irréaliste, non? Non, pas du tout. Alors, je finis là-dessus parce qu'il y a un module dans les États généraux que nous sommes en train de mettre en place, c'est que l'un des objectifs des États généraux sera de définir, nous disons bien de définir et d'établir les modules d'application de la loi du retour. Parce qu'il est évident qu'il faut créer les conditions du retour pour tous ces étrangers qui se sentent mal en France. Et alors, nous en venons à ce que tu disais au niveau de l'action proprement dite, et nous allons arriver à la requête. Je vais lancer un appel aux partis et aux maires de France, qui va être envoyé à tous les maires de France et à tous les partis politiques, dans lequel nous allons publier une lettre ouverte adressée à tous les chefs de parti. Elle les appelle à participer aux États généraux sur l'immigration et l'intégration, et maintenant que nous disons occupation. Sans réponse précise de leur part, nous les rendrons directement responsables des problèmes posés par l'intégration et l'immigration, car l'intégration et l'immigration-occupation que subit le peuple français est rendue possible parce que l'intérêt des partis et des chefs passe avant l'intérêt des Français. Et tant qu'on n'a pas compris que l'intérêt des chefs et des partis doit passer après l'intérêt des Français, on n'a pas encore compris ce qui se passe en France. Alors, nous allons arriver à la requête que nous allons déposer le vendredi. Alors, je demanderai aux gens de prendre leur stylo. Le vendredi 21 octobre 2000, à midi, nous déposerons cette requête au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. Alors il faut que les gens fassent un double de la requête, puisqu'on déposera à 2 endroits différents la requête. Donc le vendredi 21 octobre 2000, Conseil d'État à 12h, place du Palais Royal, métro Palais Royal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un samedi, le 21 octobre? Non, le 21, c'est un samedi. Alors c'est le 20, alors. Ah bon. Bon, alors, on recommence tout à zéro, alors. Et lentement, pour que je puisse noter. Le vendredi 20 octobre 2000, à 12h, nous déposerons au Conseil d'État, il faudra qu'on soit 100, 150, au Conseil d'État, la requête que nous avons faite en annulation de l'élection sur la modification du pouvoir du président. Du référendum. Voilà, du référendum. D'accord. Alors, leur lieu de rendez-vous, c'est place du Palais Royal, devant le Conseil d'État, à 12h. Métro Palais Royal. Je demande aux gens de se munir d'un double de la requête, puisque nous irons, le Conseil constitutionnel est juste à côté, nous irons faire le dépôt de la requête aussi au Conseil constitutionnel. Alors, au niveau des affaires, il se passe pourquoi cette requête, et je réponds à ce que tu disais, pourquoi cette requête est rendue possible. Pour 3 raisons que j'avais évoquées, mais que là je vais simplement préciser. Elle est rendue possible parce que depuis 10 ans, le pouvoir législatif crée des lois qui sont anticonstitutionnelles et les font fonctionner. Il y a eu l'auto-amnistie de 1990, et nous assistons à des choses extraordinaires où on voit un professeur de droit constitutionnel demander à l'Assemblée de mettre en accusation Chirac, alors que cet imbécile de professeur de droit constitutionnel... Oui, pas de nom alors s'il y a imbécile avant, parce que c'est pas la peine de multiplier les occasions. Non, mais alors imbécile de professeur de droit constitutionnel demande la mise en accusation de Chirac par le pouvoir législatif, alors que ces mêmes députés se sont auto-amnistiés en 1990. Et on entendait ça ce matin sur France Inter. Donc les droits de l'homme, dont on nous parle souvent, on nous rabat les oreilles, ne considèrent pas que le vol des deniers publics au nom d'un parti du peuple français peut être absous et doit être absous par la justice. Donc nous disons première loi qui a été anticonstitutionnelle, illégale et illégitime, c'est l'auto-amnistie de 90. La deuxième, c'est la création de la Haute Cour de justice qui a vu juger, entre guillemets, M. Fabius, dans lequel le pouvoir législatif était confondu avec le pouvoir judiciaire, ce qui faisait que le pouvoir législatif était juge et partie dans le jugement de M. Fabius. Donc la Cour de justice était illégale et illégitime. Et le troisième, qui est encore aussi grave et beaucoup plus grave, c'est celui de M. Mamère, le droit de vote des étrangers, dans lequel M. Mamère fait une confusion
qu'on appelle ces trains d'enfer entre le droit de résidence d'une personne et le droit à la citoyenneté et le droit à la citoyenneté et le droit à la nation, qui sont des droits complètement distincts, et le droit de résidence n'est qu'un droit privé, le droit à la nation et le droit à la citoyenneté sont des droits publics. Donc voilà pourquoi notre enquête est rendue possible, parce qu'en effet, 3 lois illégitimes ont été votées par le pouvoir législatif, sans que les instances, comme le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, n'aient remarqué simplement que c'était illégal et illégitime. Donc des citoyens français de droit français vont leur faire remarquer que ce référendum qui s'est produit sans quorum, ce que nous avons dit, contrairement à tous les gens maintenant qui en parlent, comme des professeurs de droit constitutionnel, nous l'avons dit, nous, avant l'élection. Et le 16 septembre, nous avons dit, en tant que citoyens de droit français, nous ferons une requête, et nous avions prévenu la classe politique et la classe juridique de l'illégalité de ce référendum. Voilà. Alors, une fois dit ceci, donc nous attendons pour vendredi un maximum de gens, 1500 requêtes ont été envoyées. J'espère que nous serons 100 à 150, plus les gens de province qui commencent à nous renvoyer leurs requêtes et qui ne pourront pas venir. Bon. Ok, eh ben, alors donc, petite chose. Oui, mais vite, parce que là, on commence à être... Mais vite. Oui, vite. Donc, nous allons sortir une affiche qui reprend ce que je viens de dire. Et là, il faut encore faire appel aux gens au niveau matériel, parce que les gens n'ont pas l'air de se mobiliser et de comprendre que c'est une action qu'il faut, pour que nous la développons en province et que nous mettons en place les comités départementaux, de moyens matériels. Cette affiche va dire ceci: référendum sur l'intégration-immigration, et nous mettrons en gros le mot occupation, puisqu'on est en train de modifier les lois françaises. États généraux du peuple français, le peuple français, c'est le thème de l'affiche, impose la loi du retour. Voilà ce qu'est l'affiche, voilà ce que sont les autocollants. Et donc, il nous faut des moyens matériels pour cette affaire. Nous demandons aux gens de se mobiliser à ce niveau-là aussi. Alors, l'adresse 34 Grande Rue, Bessancourt, 95 550. Téléphone fax 01 30 40 03 71. 01 30 40 03 71. 03 71. Excuse-moi, Serge. Excusez-moi, Serge. Je vous en prie, Charles. Est-ce que vous pourrez rappeler les 2 rendez-vous à la fin de l'émission? Vous seriez très gentil. Mais j'essaierai de faire ça, mon cher Alexandre Chabanis. Merci, à bientôt. Oui, au revoir. Il y a un truc qui est fabuleux avec Chabanis, c'est que beaucoup de gens me disent mais vous perdez votre temps avec Chabanis, personne ne reprend. Alors, c'est extraordinaire parce que on me rend responsable d'une opération qui consiste à dire, une fois pour toutes, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Personne, non, c'est vrai que personne n'en parle, il y a que moi. Mais comme je suis un entêté, je continuerai à en parler jusqu'à ce que la mort m'emporte. Je crois qu'il a raison. Il a raison. Il y a un combat à mener et on le mènera. Et si on est les seuls, bah tant pis, on sera les seuls. Pour la première fois qu'on sera tout seul sur un champ de bataille. On a l'habitude, n'est-ce pas, Dominique Tassot? Mais je crois tout à fait qu'il y a un combat à mener. Et je crois aussi justement que derrière ce combat politique, il y a aussi inévitablement une dimension religieuse qui est précisément d'ailleurs l'objet du colloque que le... Et il y a une dimension religieuse et culturelle, c'est la même chose. C'est évident que tout notre système est construit, repose sur un socle unique, et que s'il manque un pied à ce socle, si j'ose dire, sur un trépied, et s'il manque un pied, le système ne peut pas tenir. Alors, on parle de combat politique, on parle de combat culturel, on parle de combat religieux, c'est la même chose, c'est le même combat. Et je voulais d'ailleurs donner une citation intéressante du président Izetbegovic, qui est le président de la Bosnie, qui est toujours le président de la Bosnie, et en 1970, il avait signé une déclaration islamique dans laquelle on trouve cette phrase intéressante: « Aucune paix ni aucune coexistence n'est possible entre l'islam... » Alors, il dit bien l'islam, il ne dit pas les musulmans. Et c'est un point très important. Hein. Entre l'islam et les institutions politiques et sociales non islamiques, c'est-à-dire tout le reste. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion. Et ce que je voudrais montrer, et ce qui est l'objet du colloque que nous organisons dans 15 jours, c'est que le christianisme non plus n'est pas une religion. C'est-à-dire que le christianisme emporte inévitablement avec lui toute une série d'exigences qui couvrent tous les domaines de la vie individuelle, collective, politique. Et donc, inévitablement, nous sommes engagés dans un combat. Simplement, ce combat n'est pas mené de la même manière à l'intérieur de la vision chrétienne du monde qu'à l'intérieur de la vision islamique du monde. Et c'est pourquoi la coexistence des musulmans et des chrétiens n'est jamais possible
que quand ce sont les chrétiens qui sont politiquement dominants. Précisément parce qu'il y a une différence profonde de nature entre la vision chrétienne du monde et la vision islamique du monde.